il arrive qu'un enfant soit porteur d'une différence qui vraiment entame beaucoup le sentiment de cohésion du groupe. Vous allez me dire jusque-là, pas de raison de faire du harcèlement, il suffit qu'on exclue cet enfant et puis ça va se passer comme ça. Pour qu'il y ait du harcèlement, il faut que la différence perçue par cet enfant mette à mal quelque chose chez un adolescent. C'est-à-dire, au fond, lui montre en miroir la faiblesse qu'il essaie de cacher. Donc on va se retrouver avec des enfants qui ont en effet une intolérance à une différence de l'autre. Alors vous allez me dire, cette intolérance, elle est quand même constitutionnelle, enfin c'est quelque chose. Oui et non, ça peut être aussi des choses qui sont liées à un moment de développement de l'enfant qui ne va pas supporter telle ou telle différence. Et puis aussi peut-être parce qu'on ne lui en a pas parlé, parce qu'on n'a pas pris le temps aussi de lui demander comment lui vivait ces différences-là. Donc je pense qu'il faut le regarder de cette manière-là. À partir du moment où la différence met à mal le futur harceleur, le harceleur va au fond s'en prendre à la victime. La victime ne va pas forcément comprendre pourquoi l'enfant s'en prend à lui. Il y a ce qu'on pourrait appeler au moment de l'agression une forme d'alexithymie chez la victime. C'est-à-dire la victime ne comprend pas et elle ne va pas répondre de la manière dont il faudrait. On est tous de temps en temps attaqués, agressés par des personnes, mais quand on peut démonter l'agression, ça s'arrête. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est rentré dans votre bureau ou un conjoint qui rentre à la maison très énervé, qui commence à critiquer tout ce que vous avez fait. Au bout d'un moment, vous dites, écoute, je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans la journée, mais tu es en train de te passer les nerfs sur moi. Moi, j'y suis pour rien. Donc maintenant, tu te calmes et ça s'arrête. Si on peut tenir ce discours-là, les choses peuvent en effet s'arrêter à ça. Mais si on ne répond pas de manière cohérente, eh bien en effet, le harceleur se dit oh ben, j'ai drôlement bien raison de m'en prendre à cette victime, elle n'est même pas capable de comprendre ce que je suis en train de lui dire. Donc finalement, c'est un faible. Et la victime de son côté va se dire ben, finalement, pourquoi est-ce qu'il s'en prend à moi? Je ne comprends rien. Et à partir de là, le phénomène de groupe va s'installer. Du côté de la victime, tous ceux qui sont potentiellement spectateurs et qui pourraient aider la victime ne vont pas vouloir intervenir parce qu'ils se disent au fond ça ne me regarde pas, il vaut mieux lui que moi si jamais la personne se sent aussi un peu en difficulté. Si je vais me plaindre, les adultes vont me dire que je n'ai pas à rapporter, mes camarades vont me dire que je suis une balance et au bout du compte, eh bien, j'aurai tout perdu et je n'aurai rien gagné, donc je ne m'en mêle pas. Donc la victime va être seule. De l'autre côté, le harceleur, lui, va se dire bon, ben, finalement, voilà, j'embête l'autre. Et bien souvent, le harceleur va trouver des gens qui vont adhérer à ce harcèlement. Alors non pas qu'il soit dérangé de la même manière, mais simplement il considère que celui-là, c'est quelqu'un qui peut, au fond, les protéger ou en tout cas leur permettre aussi de dire une certaine forme d'agressivité et de trouver, au fond, une bonne raison pour laisser parler cette agressivité. Donc les suiveurs du harceleur, ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que le harceleur lui-même, mais ça va faire un groupe. Et très vite, on va voir un groupe de harceleurs qui, en effet, est assez important, pas avec les mêmes motivations, mais important, et en face, un adolescent seul ou un enfant seul, et qui n'a pas du tout d'enfant pour le soutenir. À partir de ce moment-là, les choses sont un petit peu dites, c'est-à-dire que l'enfant va se poser la question, qu'est-ce que je fais? Personne ne me vient en aide, et en face de moi, j'ai des gens qui sont nombreux et contre lesquels je ne pourrai rien faire. Il se dit que s'il va se plaindre aux adultes, c'est la réponse de tout à l'heure, on ne va en effet pas me croire. Et puis finalement, je suis déjà en difficulté. Si en plus je demande de l'aide, eh bien je suis vraiment le dernier des derniers. Donc pendant un certain temps, l'enfant ou l'adolescent va essayer de se débrouiller par lui-même. C'est au fond la seule manière de récupérer un petit peu d'estime de soi que de se débrouiller par soi-même. Donc toutes les stratégies qu'il va trouver vont être bien sûr rapidement mises à mal, donc il va en trouver d'autres, etc. Jusqu'au moment où ça aura assez duré. Il se dit là, si je n'en peux plus et que je vais dire aux adultes, on va me dire pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt. Et donc on continue encore un peu, encore un peu, encore un peu. Et donc on va se retrouver avec comme ça des durées extrêmement longues. Donc sur le plan du comportement, ce qu'on va pouvoir observer, c'est des choses qui sont hélas pas du tout spécifiques. On a des enfants qui vont utiliser des stratégies pour ne pas croiser leur harceleur, donc venir en retard à l'école. Ils vont dire que leurs affaires ont été oubliées alors qu'elles ont été cassées parce qu'on a joué au foot avec leur sac. Ils vont surtout être extrêmement angoissés. On sait que l'anxiété, c'est un poison pour l'apprentissage. Il va y avoir une chute des résultats scolaires sans qu'on comprenne pourquoi. À la maison,
ils ont des signes indirects de souffrance psychique qu'on connaît bien, qui sont des signes de la série anxieuse ou dépressive. Ils se mettent à être irritables, ils vont jouer à des jeux vidéo, ils ne veulent plus aller voir les mêmes copains ou refusent de sortir, etc. Malheureusement, si on ne pose pas la question, on n'a aucune chance d'obtenir une réponse parce que ce sont des signes indirects de souffrance psychique, et le fait de ne pas travailler à l'école, etc., et de ne pas mener ses affaires, ce n'est pas non plus un signe direct. Donc, vous voyez un petit peu comment les choses se passent. Souvent, la révélation se fait par certains spectateurs qui vont se plaindre à leurs parents, et les parents vont appeler les parents du harceleur. Donc c'est souvent vraiment par la bande quand les spectateurs n'en peuvent plus. On a beaucoup analysé les conséquences à court moyen terme sur la victime et le harceleur, et on s'est rendu compte finalement qu'ils avaient un destin psychosocial commun. C'est-à-dire que le harceleur et la victime, à 5-10 ans après les faits, ont le même taux de comportement, de sentiments dépressifs et de difficultés d'intégration psychosociale, mais pas du tout pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que la victime, elle va plutôt raser les murs, et dès qu'elle est dans un groupe, va se sentir en difficulté parce qu'elle a peur que ça recommence. Le harceleur, lui, va toujours être dans la surenchère. Je peux m'adapter à tout, mais pour faire ça, il faut surtout que je sois toujours plus fort que les autres. Donc au fond, la place de l'autre dans un groupe, ça va être très compliqué pour lui. Donc très vite, il va se trouver en difficulté, évincer des groupes, et avec les mêmes conséquences psychosociales à terme. Donc on voit bien qu'il y a une communauté, au fond, dans les difficultés relationnelles du harceleur et de la victime. Simplement, la manière de les vivre ne sont pas la même. Les victimes sont souvent issues de familles où il y a plutôt le sentiment qu'il ne faut pas répondre, laisse tomber, ou finalement, la violence, ça ne fait pas partie des choses auxquelles on a préparé l'enfant. Et du côté du harceleur, bien souvent, c'est vrai que dans ces familles-là, on leur dit, écoute, il faut frapper avant d'être attaqué, il faut se défendre tout seul, tu ne peux compter que sur toi-même. Donc on voit bien au fond que ces enfants-là vont tirer leur manière de réagir dans les situations par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur famille. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand les enfants ont été harcelés à 8 ans, c'est très prédicteur de syndrome post-traumatique, donc avec vraiment des conséquences assez importantes, que c'est un facteur de risque puisque ça multiplie par 4 le risque de tentative de suicide à l'adolescence, que ça multiplie par 2 le risque de dépression chronique à l'âge adulte, et qu'il y a, comme pour les enfants maltraités, une répétition sur la génération suivante, puisque les parents d'enfants qui ont été victimes ont beaucoup de mal quand leurs enfants sont à leur tour, même embêtés juste une fois, parce qu'ils ne savent pas comment réagir par rapport à ça. J'ai des tas de témoignages que j'ai reçus par mail de parents, dont une maman par exemple qui m'a dit « Ma petite fille de 5 ans est revenue de l'école en disant qu'on l'avait tapée, je sais que ce n'est pas du harcèlement, mais j'ai été harcelée quand j'étais enfant, je ne sais pas quoi lui répondre, je suis déstabilisée, je ne sais pas comment me comporter par rapport à ça. » Donc on voit les difficultés que ça va avoir pour ces familles. Voilà, donc finalement, comment le repérer ? Eh bien, comment le repérer ? Il faut poser la question, parce que sinon, on n'a pas de possibilité de le savoir. Donc il faut y revenir souvent, parce que les enfants et les adolescents n'ont pas du tout envie de dire qu'ils sont harcelés. Il y a une honte absolument terrible. Donc il faut revenir en disant, et il faut le dire d'une manière, j'allais dire, ouverte. C'est-à-dire, tu sais, tu peux me le dire parce que je sais que ça existe, et si tu me le disais, on saurait quoi faire et on en parlerait ensemble. Parce que ce que ne veulent pas les enfants, ils se disent, si jamais on le révèle aux parents, ils vont être tellement bouleversés, surtout si ça dure depuis longtemps, qu'ils vont prendre des mesures drastiques, me retirer de l'école, aller voir les copains, et ça va aggraver les choses. Donc il faut rassurer l'enfant pour qu'il le dise, sinon il ne le dit pas. Donc il faut lui dire, on en parle ensemble, mais il y a aussi des choses où je ne pourrais pas toujours écouter ton avis, mais quand même, on prendra les décisions ensemble. Ça rassure l'enfant, s'il sait qu'on ne le changera pas d'école brutalement, qu'on ne doit pas aller voir les parents, etc. Et il faut dire aux parents surtout de ne pas régler les problèmes eux-mêmes. Le travail qu'on fait avec l'éducation nationale actuellement, c'est de former des formateurs et de permettre aussi que les adultes soient capables d'écouter le discours des parents, parce que jusqu'à présent, ce qu'on disait, c'était « Oui, mais enfin, venez dans la cour de récréation, vous verrez votre fils, votre fille, ils ne sont pas les derniers, puis ils tapent aussi, et puis c'est des histoires de gosses, il faut bien apprendre la vie, on est tous passés par là, on n'en est pas mort. » Ça, c'est un discours qui est plus acceptable, on ne peut plus entendre ce genre de choses. Donc il faut former aussi les enseignants qui ne sont pas formés à ça, à écouter le discours des parents et à ne pas se renvoyer la balle du genre vous le couvez trop, ou du genre vous ne le surveillez pas assez. Parce que ça, c'est plus entendable. Voilà, donc ça, c'est vraiment extrêmement important.
Et après, c'est vrai qu'il faut continuer les recherches, je regarde l'heure, il faut continuer vraiment les recherches, en particulier sur cette notion d'alexithymie et d'empathie. L'empathie, c'est un peu la tarte à la crème en ce moment, tout le monde l'utilise. Or, dans l'empathie, il y a plusieurs niveaux d'empathie. Il y a l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, ce n'est pas une très bonne chose. Hein. Si vous êtes tout à fait capable de comprendre comment fonctionne l'autre, vous pouvez devenir un excellent bourreau. Hein. Si vous avez des tendances perverses, vous allez savoir vraiment tout à fait ce qui fait mal à l'autre, et vous allez avoir une bonne empathie cognitive, vous allez faire mal à l'autre de manière extrêmement raffinée. Donc, vous voyez, c'est pas l'empathie. Quand on dit l'empathie, c'est quelque chose d'un petit peu général. Il y a une empathie également qui est affective, où en effet, on se met à la place de l'autre, mais il ne faut pas trop se mettre à la place de l'autre, parce que quand on est soignant, si on prend aussi pour nous la souffrance de l'autre, on ne peut plus avoir suffisamment de distance pour l'aider. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour travailler sur l'empathie. Et puis, la dernière chose, c'est que Piaget nous a donné des repères développementaux pour tout ce qui est cognitif. Il nous a donné des repères sur le fait qu'à partir de 9-10 ans, l'enfant change de point de vue, l'enfant commence à développer une pensée personnelle hypothético-déductive, et on n'a pas grand-chose sur le moment où se développe l'empathie, et on n'a pas grand-chose pour savoir comment, quand elle se développe. Est-ce que pour les garçons et les filles, c'est la même chose? Moi, je postule le fait, dans le travail de thèse qu'on a fait à Poitiers, que l'empathie affective des garçons se développe plus tardivement que celle des filles. Et quand on a fait, au fond, quand on a fait une étude sur la classe de 4e, qui est à l'âge de 13 ans, on a trouvé qu'en effet, le fait de travailler sur les émotions avait nettement amélioré l'empathie affective des filles et n'avait pas touché à celle des garçons. Je ne pense pas que les garçons soient moins capables d'empathie affective. Ils ont sans doute les mêmes compétences. Simplement, je pense qu'elles se développent autrement et peut-être après. Donc il y a des travaux de recherche à faire là-dessus, sur l'alexithymie aussi, le fait qu'à un moment donné, la victime perd un peu la compréhension de ce qui se passe, sur l'empathie également, et bien sûr sur toute la prévention, le travail au sein de l'école et le travail sur les émotions. Je milite beaucoup pour qu'à l'intérieur des établissements scolaires, il puisse y avoir donc des lieux de parole. Il y a des heures de vie de classe, elles étaient jusqu'à présent suffisamment utilisées, j'espère qu'elles vont l'être désormais, pour permettre aux enfants de parler. Ce qu'il faut pouvoir dire à ces enfants, c'est: tu as le droit d'être gêné par la différence d'un autre, tu as le droit, mais tu n'as pas le droit de passer ta tension interne sur l'autre. Donc il faut trouver d'autres moyens. Mais si on empêche les enfants de dire qu'ils sont dérangés, vous ne pourrez jamais travailler sur l'empathie. Voilà, je vous remercie.